nous apprêtons à aussi donner aussi beaucoup de courage, envoyer beaucoup de courage aux bacheliers qui s'apprêtent à plancher sur leur feuille d'examen à partir de 8h30 sur tout le territoire national. Bien sûr, il va y avoir donc ces jeunes lycéens qui vont s'apprêter à faire donc leur examen du baccalauréat, un examen très décisif pour leur carrière. En tout cas, bonne chance à tous, bonne chance aux parents également qui sont derrière leurs enfants depuis toute une année déjà. Donc on leur souhaite aussi également bonne chance. Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec nos invités, nos rubriques. Amel Laribi est déjà en place. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Elle sera dans un moment prête à nous donner les nouvelles du ciel pour les bacheliers et puis surtout nous donner aussi le programme. On va vous donner le programme comme d'habitude. Donc on aura le plaisir donc de parler sport avec Riyad Belkhadim dans un moment. Nous aurons également Fella Benour qui revient donc avec sa rubrique Jalia.dz. Aujourd'hui, elle va nous faire donc le plaisir donc de nous parler d'un parcours très intéressant, celui d'un Algérien qui a fait toutes ses études ici en Algérie et qui est parti aux États-Unis conquérir les étoiles. Et oui, la NASA, c'est pas donc chose facile en tout cas de pouvoir accéder à cette prestigieuse institution. Et oui, l'Algérien donc de Béjaïa est allé donc postuler pour cette entreprise. Et puis aujourd'hui, il va nous parler de son parcours avec bien sûr Fella qui sera avec lui. Nous aurons également Hassan Arab dans sa rubrique Une page d'histoire. Aujourd'hui, il reviendra sur un massacre qui a eu lieu dans la région de l'Akhdariya. Et puis on terminera avec, on aura aussi Samira Hadjahmar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera de la très belle exposition qui se déroule en ce moment même au musée Bardot. Bien sûr, Mémoire de Pierre, c'est une belle exposition sur la préhistoire avec une riche collection donc de peintures et de gravures rupestres que Samira va nous décortiquer à travers son intervention. Et puis on terminera en musique avec un jeune, Chir Cédric. Chir Cédric qui lui aussi est originaire d'Algérie. Il a eu un coup de cœur pour la musique très jeune et puis il en a fait son métier aujourd'hui. On va découvrir son univers musical, lui qui aime bien sûr la recherche dans le domaine de la musique tergui, la musique diwan et puis la musique berbère en général. On va donc découvrir tous nos invités tout à l'heure et nos rubriques et puis on vous laisse en compagnie d'Amel Laribi tout de suite avec la météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Amel, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Bah, chaudement. Hein. Chaudement, oui, oh là c'est là, vrai. Ça commence mal. Les températures sont de saison, on n'a pas à se plaindre. Oui. Il faut exactement. Supporter, il faut bien s'hydrater. Mais le plus, c'est l'humidité qui nous gêne le plus. C'est pas les températures. Vous habitez pratiquement au bord de mer, oui, c'est ça, une ville aussi qui est donc à côté de la mer, donc c'est normal, le taux d'humidité. Un climat méditerranéen. Ça va, hein, en Indonésie c'est pire, hein, à Singapour c'est pire. Hein. Combien? Donc ça va, en Algérie on supporte. Mais bon, il y a un taux d'humidité très élevé. Exactement, voilà. Surtout vers les côtes. Amel, vous vous rappelez de votre jour de baccalauréat? Ah oui. Alors c'était comment? Ah bah j'avais beaucoup le trac. Beaucoup le premier peur? jour. Oui, le premier jour, oui. Ouais. Mais après ça allait. Le deuxième jour, moins. Nos parents étaient toujours là pour nous encourager. Ah bah oui, c'est clair, oui. Avec du sucre, avec... Moi, je me souviens, on m'a donné un bout de sucre, un morceau de sucre. Voilà, et ça vous a porté chance. Ouais. Bon, c'est des superstitions, mais bon. C'est des superstitions, mais c'est bien, quelquefois d'y croire, ça donne un petit peu du courage. Oui, en fait, il n'y a pas de secret. Quand on travaille, quand on se prépare bien, normalement, à 80, 70%, ça va. Exactement. Ouais. Normalement, il n'y aura pas d'autres, sauf si les enfants sont hyper stressés. Et c'est pour ça qu'on dit aux parents, aux enseignants, de les accompagner, de les rassurer surtout, leur dire souvent, c'est des choses que vous avez vues durant toute l'année. Il ne faut pas stresser, il faut bien lire son texte, bien sûr, et pouvoir plancher tout à fait sereinement. Inch'Allah. Voilà. On leur dit de prendre de l'eau,
voilà, oui, bien il faut s'hydrater. Oui, oui, exactement. C'est vrai que le premier jour, c'est le plus important. Oui, oui, oui. Et Une fois après, que le bon. premier jour est passé, ça va. C'est Deuxième jour, plus ou moins quand même. Voilà. Ben, en tout cas, bonne chance à tous ces bacheliers, 850 000 pratiquement, donc qui vont plancher sur les feuilles d'examen. On leur souhaite bonne chance encore une fois. Inch'Allah. Allez, Bonne chance à tous. le temps va être clément, j'espère, pour eux. On verra bien. Allez, on vous laisse présenter la météo. Merci Amel. Alors bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, excepté de la brume en ce début de matinée sur les côtes, eh bien le ciel restera dégagé à partiellement voilé avec un taux d'humidité assez élevé qui peut avoisiner les 60%. Vers l'intérieur, plus exactement les hauts plateaux ouest et centre, eh bien toujours des orages qui peuvent donner mais quelques pluies par endroit et ces pluies peuvent déborder mais localement près des côtes ouest mais en soirée. La moitié sud, eh bien on aura toujours un ciel dégagé à partiellement voilé avec toujours des cellules orageuses vers le sud-ouest tout au long des frontières algéro-maliennes, le Gartassili et le sud du Sahara oriental. Par contre, ces orages vont donner des pluies parfois sous forme d'averses, mais par endroits du côté de Tamanrasset, Ingezam et Borj Bedi Mokhtar. Et à noter des semences de sable vers l'extrême sud, le Sahara central, le Nord Sahara, les oasis et bien sûr le Bécharois. Les températures, eh bien, seront caniculaires vers une partie des régions nord, également surtout vers le sud, où les températures resteront très très élevées. On va commencer par le nord, eh bien, on aura 41 degrés du côté de Relizane, 40 Tizi Ouzou, 39 vers Annaba, également Constantine, 38 degrés à Galma. 37, Djelfa et Batna, 30 degrés à Alger, 29 à Oran, 35 degrés Tlemcen, Al Bayad, au sud, 39 degrés à Gardaya, 42 Béchar, 41 Biskra, 44 Ilizi, également Tamanrasset et Tindouf, 40 degrés à Janet, 45 Borj Bedi Mokhtar, Ingezam, également Insalah, et 46 degrés à Adra. Eh bien, la mer aujourd'hui restera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes d'ouest en est avec des vents qui varient entre 10 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre et jusqu'à 40 km/h sur les côtes est. Les vents seront variables sur les côtes ouest et centre et de secteur nord-est sur les côtes est. Un petit voyage vers l'Amérique du Nord où le ciel restera plutôt dégagé en Californie, Montréal, des pluies parfois orageuses et plutôt éparses à New York, Washington, mais des pluies bien continues du côté de Dallas et Mexico. Le mercure, quant à lui, affichera 19 degrés à Vancouver, 26 Montréal, 29 degrés en Californie, également Dallas, 21 à Washington, 21 du côté de Mexico également et 31 degrés le maximum cette fois-ci à Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci beaucoup Amel avec toutes ces températures et surtout oui, très élevées, ils sont élevés dans le sud, on leur souhaite bonne chance. Voilà. Ouais. Et puis bien sûr, on est en train de voir une belle image aussi donc du sud algérien, une très belle région que vous connaissez. Ah oui, Adrar, bien sûr. Alors Adrar, bien sûr, une très belle région de l'oasis d'Adrar qui signifie montagne en berbère, une région qui est magnifique, qui donne envie de voir. Alors ça, c'est les Fogaras, c'est réputé dans la région la distribution intelligente de l'eau. C'est les Fogaras, donc dans la région d'Adrar, c'est les jardins qui sont inondés, le partage d'eau fait par un Kiel Elma, comme on dit, et c'est magnifique de voir cela. C'est une région en tout cas qui est donc située à 1400 km du sud-ouest donc d'Alger, avec bien sûr une riche culture dans la région, avec son tissage qui est un tissage particulier, son savoir-faire dans le domaine donc de l'agriculture aussi. C'est une région surtout aussi très agricole aujourd'hui. Il y a une très belle agriculture qui s'est vraiment très bien installée dans la région et qui fait sa renommée. Et bien
sûr aussi, en parlant donc de patrimoine, on sait qu'il y a la fête de la tomate à Adrar qui existe depuis très très longtemps. Et c'est vraiment des camions et des camions donc, de tomates qui circulent dans la ville, avec aussi cette particularité aussi des notables aussi donc de la région, avec aussi ces registres aussi très anciens qui font aussi la renommée bien sûr de la région d'Adrar, avec bien sûr ce cachet traditionnel qu'on aime retrouver. En tout cas, c'est pas très loin aussi de Timimoun, donc c'est pratiquement aussi les mêmes coutumes, traditions avec leur savoir-faire. Voilà, c'est une belle région qu'on vous offre ce matin. J'espère que vous avez aimé le voyage à travers cette belle photographie. Et il fait 45 degrés 46 degrés à Adrar. Ouais. Bon courage. Voilà. Et surtout, bonne chance à tous ces étudiants, enfin ces bacheliers qui s'apprêtent à bien sûr passer l'examen du baccalauréat à 8h30. Les voici, les voilà. Ils sont donc prêts à plancher à partir de 8h30. J'espère qu'il n'y aura pas des retards pour ceux. Alors, il y a la chanson de Driassa. Driassa, très connue, oui. Très connue, qui leur souhaite bonne chance. Voilà. Et puis en tout cas, on souhaite bonne chance à tous ces bacheliers. J'espère donc qu'ils vont bien s'hydrater, ils n'auront pas chaud, ils auront où s'abriter, surtout entre bien sûr les cours. Voilà, plutôt. Pardon, le premier bachelier, ça c'était la photo du premier bachelier, voilà. Ah, Iberk, c'est bien. L'image. Merci Yazid. Voilà, c'est ça. En tout cas, Amel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance. Vous n'avez pas un bac à passer, mais la météo est surtout à affronter. Oui. Voilà. En tout cas, à midi et 19h, vous allez nous donner d'autres nouvelles du ciel. Et à demain. Et à demain, Inch'Allah, à la même heure, ici à la même place. Voilà, on continue. Je vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes. On l'aime beaucoup, cette chanson. Et ça nous donne du punch. Et j'espère que vous aussi, ça va vous donner du punch. Bedil Bahri, qui chante une
Ce matin, on l'a dédié à notre amie Samira, hein, pourquoi pas. Bonjour oui, Samira. Bonjour Amel, Comment bonjour ça à va? tous. Très très bien, alhamdoulilah. Beaucoup de fraîcheur quand on écoute cette chanson. Beaucoup de courage pour les bacheliers qui passent donc les épreuves, premières épreuves aujourd'hui. Vous saviez que le premier bachelier qu'on a vu en photo tout à l'heure, il était donc de Nodrouma et il a passé son bac en 1874. C'est Mohamed Ben Rahal de Nodrouma. Voilà cette photo, Lahiberk. Et ça fait plaisir. Exactement, d'autant plus qu'on était colonisés à l'époque. Donc il a réussi quand même à passer son baccalauréat. À passer son baccalauréat. J'espère que les jeunes d'aujourd'hui vont prendre aussi l'importance donc de cet examen et surtout de ce diplôme qui est un diplôme aussi important, décisif pour la suite. Voilà, tout à fait. Alors, on va voir avec vous dans un moment, on va aller en Mauritanie. Oui. On va rester en Algérie et on va voyager en Mauritanie. Tout à fait. On va en parler tout de suite, juste après cela. Alors, c'est décisif puisque le 21 juin, il va y avoir donc cette rencontre spécialement sur Alger, ville, donc c'est cela? Alors, Algérie, capitale de la culture hassaniya, 2025. Oui. La première édition a eu lieu l'année dernière, donc 2024, en Mauritanie, à Nouakchott. Et cette année, l'Algérie a reçu, il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, le bouclier pour organiser à son tour. Donc c'est un honneur pour nous, bien sûr, cet événement. Alors cet événement va se dérouler normalement sur plusieurs mois, voire toute l'année, à partir de juin 2025 normalement, jusqu'à juin 2026. Qu'est-ce qui va se passer? Partage de culture, de savoir, énormément d'expositions. Nous, on connaît déjà la culture mauritanienne parce que nous partageons avec elle énormément de choses. On peut les points communs. Bien sûr, la première des choses, c'est Dra, par exemple, la tenue traditionnelle portée par les Mauritaniens. Nous, à Tindouf, par exemple, et dans la région donc extrême ouest de l'Algérie, on porte les mêmes tenues. Les Melahfa, les femmes les portent. Elles les portent aussi à Tamanrasset, pratiquement de la même manière qu'est le Tissernest. Voilà, et on l'a aussi dans la région d'Adrar. On partage avec eux aussi, avec nos frères mauritaniens, on partage aussi d'abord le couscous. Eux, ils le font avec le poisson, avec aussi de la viande de dromadaire. Ça se fait aussi chez nous en Algérie, en particulier dans le sud. Donc il y a les bijoux, il y a la cuisine, la culture gastronomique, il y a l'architecture bien sûr, les qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc des vieilles villes de Shingiti ou Lata, il y a une importante collection de manuscrits. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure, manuscrits. Donc nous aussi on en a, puisque voilà, eux c'est même classé, et nous pour nous aussi au patrimoine mondial de l'humanité. Il va y avoir certainement des expositions autour de ça. Donc voilà, vous parliez de cuisine tout à l'heure, voilà, le poisson. Le couscous au poisson. Voilà. Et celui-ci, c'est à la viande de dromadaire. D'accord. Bon, oui, mais moi, j'aime pas. On a cette culture. Je me rappelle qu'à Tindouf, je l'ai vu. Avec le Sahara occidental aussi, bien sûr. C'est une culture partagée dans la même région. Le thé. Le fameux donc, toute la tradition, le savoir-faire. Bien sûr, dans le sable, c'est magnifique. Cuisine aussi le pain dans le sable, comme nous, pareil. Donc, on partage cette culture. Donc, il y aura cet échange. Ils vont venir. Les Algériens vont pouvoir, Algériens et tous ceux qui sont en Algérie, vont pouvoir découvrir toute cette belle culture, architecture, patrimoine culturel. Ce qu'on voit, c'est le parc d'Arguin, qui est classé, donc parc naturel d'Arguin, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Très très belle culture, les Mauritaniens. Très très belle, très beau pays. On a peu l'instrument de musique, bien sûr, le tidinit. Tidinit, ça ressemble au gombré. C'est alors l'instrument par excellence utilisé par les hommes, et les femmes utilisent, qui ressemble à une kora, l'ardine. Voilà. Donc quand elle est accompagnée sur scène, elle ne l'utilise que comme percussion. Quand elle est seule, la chanteuse, donc mauritanienne, elle l'utilise, elle chante et elle l'utilise comme instrument. Voilà. On les connaît, ils ont l'habitude de venir très souvent pour des concerts de musique, des festivals, je veux dire, des expositions aussi. Ils ont participé au Salon du Livre. L'année dernière, en 2024, c'était la Bibliothèque nationale de Mauritanie qui a participé. On a vu les images passer et Inch'Allah, et c'est ce qui a été annoncé,
le prochain salon international du livre d'Alger, donc le SILA, sera dédié à la Mauritanie. L'invité d'honneur cette année est la Mauritanie. Voilà. Voilà, c'est un pays aussi qui est riche en matière donc, de culture. D'agriculture, de poisson. Ouais. Poisson, ouais. Ouais, Très bon. Pisciculture, on va dire. Non, ils ont du poisson, très bon. Donc peut-être qu'ils font de l'élevage aussi, puisque pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. direct, mais bon, ils en ont. Naturel, voilà. Les poissons sauvages, on va dire. Voilà, donc on a l'habitude, moi j'apprécie énormément alors, le chant, la danse, pareil, mauritanienne, j'espère qu'il y en aura plein. Il y aura aussi donc des écrivains, il y aura pas mal de choses, des hommages aussi qui seront rendus. On a l'habitude de les recevoir, c'est-à-dire que ce soit auteurs, musiciens, artistes, ils ont l'habitude de venir. C'est ça. Et puis il y a un rapprochement. C'est toujours riche quand il y a un échange comme ça entre des cultures, entre deux pays, des pays frères aussi. Ça permet aussi ce bel échange et de pouvoir mieux se connaître. Surtout pour la jeunesse aujourd'hui. Exactement. Et on saurait faire la différence. On va à Tindouf, on est incapable, on est dans le Sahara occidental, on est incapable de faire une différence tellement qu'on se ressemble dans les traditions. Il y avait ces journées assez longtemps. Oui, à Tindouf, pour les connaître. Bien, exactement, pour la culture hassania. Exactement. La culture hassania, et puis voir un petit peu que cette similitude, ce savoir-faire. Vous parliez tout à l'heure de la tenue traditionnelle aussi, donc des femmes, qui est portée par le mlahfa. Oui, portée à Adrar, portée un peu partout, dans pratiquement toute la région du sud, Sahara. Bon, après, l'appellation, elle peut changer. À Ouargla, on la retrouve aussi. Tamanrasset, Janet, Adrar, surtout Adrar. L'architecture en terre, on l'a vu à travers le sol. Exactement. À travers donc, les images que nous avez rapportées. C'est des sols un peu particuliers, hein, pas tout à fait comme les nôtres, qui sont en plus en hauteur. On en a aussi. Enfin, en hauteur pas très haute. Oui. Alors, on ne construit pas en hauteur, puisque c'est étendu, il y a de la place, et ça gâcherait la beauté du ciel et des étoiles la nuit. C'est clair. Que d'avoir des gratte-ciel, mais chez Las Vegas. J'imagine qu'au niveau donc, de la littérature, ça doit être aussi très riche. Les contes aussi, de la région de Mauritania, c'est aussi intéressant à découvrir. Alors, tous les contes, que ce soit en Kabylie, donc berbère, et aussi, il y a des berbères. Oui. Il y a plusieurs ethnies, mais principalement des berbères, des nomades, des gens du désert. Et il est impossible de ne pas s'inspirer de ces étendues, du ciel, des étoiles, et qu'il n'y ait pas de poésie. Tout est poésie. Magnifique. Enfin, quand vous partez dans le sud, vous avez votre guide, le chauffeur déjà. Il en a plein la tête des contes. Vous vous rappelez donc le Bonjour d'Algérie est déjà venu à Tamanrasset lors du festival, bien sûr, de l'architecture international de terre, de la Hagar. La Hagar aussi. C'était très riche à travers donc, ces rencontres-là qui font la richesse, en tout cas, de l'Algérie. Et c'est à l'occasion du Festival international de la Hagar Tininen, où il y a eu effectivement l'architecture de terre qui a été associée à certaines éditions. Et il y a eu Malouma et Ali, qui sont des artistes très connus en Mauritanie, qui sont venus, Malouma et comment on appelle ça, la diva du blues mauritanien et du Sahara aussi. Hein. Voilà. Il va y avoir donc des artistes, des musiciens, des chanteurs qui vont se produire sur scène et ça sera un bel échange en tout cas pour nous. On y reviendra probablement parce que le 21 juin c'est tout bientôt, donc on va. Ça sera le premier jour de l'été, voilà, Inch'Allah. Premier jour de l'été. Donc merci beaucoup, Samira, pour ce voyage, et puis on continuera à s'informer. Ah, pardon. Oui, demain, bien sûr. Demain avec le lac de, Bir Ben Hasman à Guelma. On ira, magnifique. Ok, on compte sur vous pour nous faire donc voyager encore une fois avec cette belle thématique à travers Guelma. Voilà, vous souffrez un petit peu l'été ? Beaucoup. Un petit peu. Beaucoup, l'humidité. Un petit peu. L'été, c'est vrai que c'est beaucoup de moiteur, c'est beaucoup, donc il faut bien s'hydrater toute la journée et avoir quelques bons conseils. Se protéger du soleil, par exemple. Se protéger, les chapeaux, les lunettes, faire attention, bien sûr, à ne pas rester trop longtemps au soleil. Voilà. Merci Samira. Merci Amel. À demain, Inch'Allah. Eh bien, c'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'on va voir tout de suite quelques conseils pour bien se protéger. C'est Samia Bouarour qui a rencontré quelques passants. Et voici comment ils appréhendent en tout cas l'été. Regardez. Les heures chaudes, c'est-à-dire l'après-midi, il faut sortir le matin ou bien en fin d'après-midi. Les personnes âgées
devraient rester à la maison pendant les horaires chauds et s'hydrater au maximum, fermer les volets, rester à l'ombre et s'hydrater au maximum, bien sûr. S'hydrater, c'est-à-dire manger des fruits, beaucoup de fruits, prendre de l'eau plate, pas de soda, pas de... Les sucres, ça fait augmenter les calories, ça augmente aussi la chaleur du corps. Donc éviter tout ce qui est sucré, prendre surtout de l'eau plate, l'eau minérale plate, protéger sa peau. C'est très important, mettre des crèmes anti-UV parce que les rayons sont très agressifs. Ne pas s'exposer au soleil de midi jusqu'à 16h, c'est des rayons très nocifs. ندير تاع الماساج تاع البرونزاج باش على الشميسه باش ما تحرقكش فانا لازم بروتيجي روحك يروحوا نسكن قريب للبحر كما يقول يروحوا غير مع الحشيه سي ميو مع الحشيه شغل تكون هبطت هذيك شميسه وكذا Grand total, mettre le chapeau, porter des lunettes. Voilà. N'importe quelle lunette ou vous êtes... Non, on a des lunettes de soleil, je veux dire de qualité, par exemple. Parce qu'il y a des lunettes, mais je veux dire, ça peut provoquer des problèmes je veux dire, de vue. Donc, en été, ce qu'il faut faire, c'est boire un peu plus d'eau, se protéger contre le soleil. Donc, selon les saisons. Donc. Mettre des lunettes de soleil conformes, c'est-à-dire anti-UV, parce que ce qu'on vend dehors, parce que c'est des lunettes qui sont encore plus agressives, ils absorbent les UV, surtout quand c'est des lunettes foncées, ça absorbe plus les UV. Les enfants aussi, éviter de les faire sortir pendant les horaires chauds, éviter de les faire sortir soit en fin d'après-midi toujours, soit à la matinée. Leur donner à boire le plus possible, les mettre dans l'eau, exactement, les mettre dans l'eau. Comme c'est la période de l'été, donc ne pas partir à la plage entre midi et 16h, soit partir tôt, retourner à la maison avant midi ou la partir à partir de 16h, 18h, 19h, il fait très bon et les rayons sont moins agressifs. Moi, c'est surtout les rayons qui m'inquiètent. Oui, et la déshydratation. Le soleil aussi. Oui, la déshydratation arrive très vite chez les enfants et chez les personnes âgées parce que les premières cellules qui sont atteintes, c'est surtout les cellules du cerveau. Voilà, moi, je vais parler un peu plus vulgairement. C'est les premières cellules. C'est pour ça que les enfants font des comas ainsi que les adultes. C'est les premières cellules qui se déshydratent. C'est les cellules du cerveau. Déjà manger léger. Ne pas trop s'exposer au soleil, c'est pas bon pour la peau. Hein? Manger beaucoup de fruits. Il faut dire ça aux jeunes et à tout le monde, de ne pas acheter des paires de lunettes qu'on se vend tablette parce que là ils vont avec les UV ils vont accentuer les maladies et bien surtout ils ont la cataracte à 50 ans, pas à 70 ans. De retour sur le plateau, on parlait en tout cas donc de ces chaleurs, en tout cas protégez-vous. Voici quelques conseils en tout cas. On continuera à vous en donner tout au long de cet été pour bien s'hydrater. Bien tout de suite, Djelia.dz reprend. On a le plaisir de retrouver Fla Bnour dans un moment pour sa rubrique donc Djelia.dz. Là, bonjour et surtout, on est heureux de vous retrouver avec vos invités. Plaisir partagé, Amel. Je suis ravie aussi de retrouver toute la communauté algérienne à l'étranger, les Algériens qui sont ici et tous les fans de Djelia.dz. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai d'abord bonjour mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour ce numéro. J'ai le plaisir d'accueillir un invité qui vient de la Floride. J'allais dire, il arrive de la Floride, mais pas que, il arrive de la NASA. Mais j'ai aussi le plaisir de dire qu'il vient d'Aoukas et la fierté de dire qu'il vient d'Aoukas. Bonjour Karim Bouchoucha. Bonjour. Vraiment, je vous remercie de faire déjà le déplacement d'Aoukas à Alger pour ce numéro de Djelia.dz. C'était pas simple. Ouais. Et puis, merci d'avoir accepté notre invitation, Karim Bouchoucha. Vous êtes ingénieur, spécialiste dans les télécommunications.
Et vous avez été aussi à la tête d'une équipe qui a été derrière le lancement de l'Artemis 1. Effectivement. Voilà. Donc, si j'ai bien présenté, oui, tout à fait. j'ai des informations assez précises, justes. Oui. Voilà. Donc, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait d'être ici? Eh ben, c'est déjà... C'est votre première télé? Ma première télé, c'est très agréable. L'équipe est vraiment très très gentille, accueillante et tout. Franchement, rien à dire. Mais le retour à Alger à chaque fois ou dans votre région, à Oukès, ça vous fait aussi de l'effet à chaque fois? Oui, à chaque fois que je rentre au pays, ben, c'est toujours un effet assez spécial. C'est là où on a grandi, on a les souvenirs d'enfance et tout. Donc ça, c'est ancré en nous, effectivement. Donc c'est toujours un réel plaisir de retrouver la famille, les amis. Avant de parler du parcours professionnel et votre parcours au niveau de la NASA, on va parler un petit peu, on va revenir vers l'enfance et on va voir peut-être quelques photos qui vont vous rappeler certainement des souvenirs. Donc vous avez grandi à Oukès, fait des études là-bas, vous avez eu un bac à l'université de Boumerdès. Racontez-nous un petit peu. Oui, effectivement. Je suis né à Béjaïa-Ville, l'ancien hôpital. Les années 80. Les années 80, voilà. J'ai grandi à Oukès. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. On est en train de voir un petit peu voilà, photo. Ça c'est moi et mon plus jeune frère. Voilà, on était en train de jouer. Voilà. Et donc, voilà, la scolarité à Oukès, le primaire, le CEM, et le lycée, le bac. En fait, je l'avais raté une fois, mais rien de méchant. C'est reculer pour mieux sauter. Voilà, en fait. D'ailleurs, une pensée pour ceux qui passent le bac aujourd'hui. Voilà. Ne stressez pas, ce n'est qu'un examen parmi d'autres. Il y en aura plein dans la vie, donc voilà. Tout ira bien. Donc, vous partez en 2005. Vous avez le bac d'abord en quelle année? En 2005? En 2002. En 2002. Je l'avais raté en 2001, et je l'ai refait en 2002. Vous faites une spécialité dans le domaine des télécoms? J'ai fait, en fait, très proche des télécoms. Là, on voit une autre photo aussi. Oui, ça c'est, voilà. On voit des études ici. Ça, c'est l'INELEC Boumerdès. Voilà. Avant c'était des chalets préfabriqués, laissés par des Américains et tout. Et maintenant, ça a changé, des blocs en béton, plus de classes, plus d'étudiants et tout. Donc, il y a plus de volume. Ça a changé depuis voilà. Beaucoup de choses ont évolué. Voilà. L'Algérie est en train d'avancer. C'est une bonne chose, effectivement. Oui. Et donc, parlez-nous de vos parents. Vos parents aussi vous ont un petit peu poussé vers les études. Oui. Surtout que le papa n'a pas eu cette chance de faire des études. Effectivement. Effectivement, déjà, ma maman est une enseignante de mathématiques au CEM. Donc, on va voir peut-être une photo d'elle. Pas de souci. Oui. Voilà. Mon père n'a pas eu la chance de faire des études comme nous, en fait. Malheureusement, mon grand-père était décédé pendant la guerre de Révolution. Et donc, il était obligé de... Voilà, c'est vos grands-parents, là? Voilà, ça, c'est mes grands-parents. Oui. Voilà. Allah yarhamhum. Voilà, donc mon père était obligé de sortir de l'école pour aller travailler. C'était le chef de famille. Oui, c'était l'aîné. Donc il fallait subvenir aux besoins de la famille. Il était sorti tôt de l'école pour aller travailler dur et aider sa maman à élever ses frères et sœurs et tout. Et donc voilà, c'était un objectif pour lui. Qu'on puisse faire des études et réussir et ne pas avoir le même parcours plus ou moins difficile. C'est une revanche pour lui. Oui, tout à fait. Oui. C'est beaucoup sacrifié. Mais il a aussi pu faire une formation après l'indépendance. Effectivement, après l'indépendance, les enfants de Shuhada ont eu la chance. C'est lui, votre maman? Voilà, c'est lui et ma maman. Donc ça, c'était à qui on rend hommage ce matin. Oui, on salue. Les parents, oui, c'est sacré quand même. Bien sûr. Et donc voilà, il a eu une formation à l'INH de Boumerdès en géologie. Et donc il a pu travailler à la Société nationale des travaux publics à Béjaïa. Donc c'était quand même une belle revanche. Professionnellement pour lui, après toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Okay. Voilà.
Donc après Boumerdès, il y a eu Valencia, il y a eu la Floride. Oui. Comment vous avez fait? Vous avez accédé d'abord à... Vous vouliez pousser un petit peu cette formation plus loin? Pour Valencia, par exemple. Oui, en fait, pour reprendre un petit peu le fil des choses, c'est que après mon bac, j'ai voulu aller faire des études en France. Parce que j'avais eu un 18 sur 20 en langue française. Vous étiez major de promo. Voilà, il y avait un programme au niveau de l'ambassade française pour aller faire des études en France. Bon, à l'époque, oui, à l'époque. En 2000. Voilà, mes parents m'avaient dit que j'étais trop jeune, qu'il fallait que je fasse l'université algérienne d'abord, avoir de l'expérience et tout. Bon, chose que j'ai faite. Que vous avez respectée. Voilà, exactement. Il n'y a pas lieu de négocier ça, donc ça s'est fait. Et voilà, après il y a eu la fameuse Green Card où j'ai été chanceux quand même d'avoir été tiré au sort. Et voilà, parti en Floride. Après Valence? Après c'est Valencia, c'est une université à Orlando en Floride. Et après Valencia, ça a été aussi l'UCR. C'était quelle spécialité à Valencia? C'était en génie électrique et électronique, option télécommunication aussi. Ouais. Voilà. Et vous avez fait après l'université de Floride. C'est comme ça que vous avez accédé après à la NASA. Centre de Floride, voilà, c'est ça, effectivement. Et donc, comment que ça se passe pour vous? Comment vous avez déjà accédé à la NASA? Vous avez pu avoir vous avez décroché un poste à la NASA. En plus, vous étiez à la tête d'une équipe qui a pu lancer Artemis. Oui. Artemis 1. Et en ce moment, vous êtes en train aussi de préparer Artemis 2. Oui. Mais avant ça, vous avez travaillé 8 ans dans une grande boîte de communication. Tout à fait. Aux États-Unis. Voilà. Ouais. En fait, une fois arrivé, j'ai commencé à travailler dans des petites boîtes comme ça. Un travail général sans qualification particulière, chose qui m'a poussé à reprendre les études et tout, dans Valencia et tout. Donc une fois diplômé, il fallait postuler. J'avais postulé pour au moins 60 à 70 postes. À l'époque. À l'époque, avec des boîtes différentes. Voilà, et là, j'ai eu la chance d'être appelé pour un entretien d'embauche. Et voilà, on m'avait recruté de suite parce qu'il y avait un besoin dans les domaines des télécoms. Et voilà, ça s'est fait d'une manière rapide. J'étais super content. Et voilà, concernant Artemis 1, j'avais intégré l'équipe, il n'y avait que des ingénieurs chevronnés. En quoi consiste votre travail exactement? Oui, voilà, je vais juste parler en grosso modo. Oui, bien sûr, voilà. On ne peut pas rentrer dans les détails, voilà, j'imagine. Exactement. Au fait, mon travail consiste à élaborer des procédures de test, à élaborer des logiciels avec quoi on va tester nos systèmes de télécommunication de la fusée. Et quand on teste nos systèmes de télécommunication, on les teste avec des systèmes aussi au sol. Donc voilà, donc c'est s'assurer que la fusée maintient un contact permanent avec la planète. Ouais. Tout au long de la mission. Comment voyez-vous la contribution de la diaspora, Karim, dans l'évolution et dans le développement économique du pays? Actuellement, on voit un engouement, un retour de beaucoup d'Algériens, beaucoup de compétences, l'implication dans plusieurs projets. Comment voyez-vous ça? Franchement, déjà que l'environnement est favorable, propice et encouragé. Il n'y aura que du positif. Il y a une ouverture, vous trouvez qu'il y a une ouverture actuellement? Il y a des intellectuels algériens qui sont très très intéressés à l'idée d'investir en Algérie, de développer leur savoir-faire en Algérie. Personnellement, j'ai aussi une petite expérience dans ce sens où je viens d'entamer une entreprise dans l'installation et la maintenance des ascenseurs. Voilà, donc avec mon acquis en termes d'expérience, voilà, j'essaie de partager, de former, d'encadrer un petit peu nos jeunes étudiants diplômés et tout. Voilà, donc je pense que ça va être très très bénéfique
pour l'avenir de notre pays. Vous trouvez qu'il y a encore des choses, certainement, on est tout à fait au début j'allais dire, d'un process. Vous trouvez qu'il faut encore pousser les choses pour arriver à plus de résultats? Oui, sans doute. On n'en est qu'au début. Il y a plein d'aspects qui sont à améliorer. Surtout pour ceux qui sont à l'étranger, qui n'ont pas de vis-à-vis, qui n'ont pas de... oui, il faudrait peut-être aussi communiquer plus d'informations. Ils sont sur le site, hein, le secrétariat d'État chargé de la diaspora communique de plus en plus d'informations pour les start-upers, pour les porteurs de projets à l'étranger maintenant. Oui. Tout à fait, c'est excellent. On doit continuer à faire ça et surtout déployer ça au niveau local, au niveau des wilayats et tout, là où il y a à l'intérieur du pays, vers les régions. À l'intérieur du pays, vers les régions, là où il y a un besoin de développer certains secteurs. Oui. Donc voilà, je pense que c'est un très très bon début. Il faut encourager ça. J'allais dire la diaspora se sont habitués à une certaine efficacité, un confort à l'étranger. Donc, en venant en Algérie, en rencontrant certaines difficultés, certains peuvent laisser tomber, d'autres peuvent... Parfois, on ne s'adresse pas à la bonne aussi... Effectivement. D'où la communication, d'où l'intérêt de communiquer clairement. On ne s'adresse pas aux bonnes personnes, à la bonne administration, et c'est pour ça que parfois ça ne marche pas. Parce que pour beaucoup de personnes aussi, on a enregistré beaucoup de créations d'entreprises ces 2 dernières années, et beaucoup de retours. Oui. Et en ce moment, le secrétariat d'État essaye de communiquer au niveau des consulats et de réunir en conférence, par exemple, des personnes de la diaspora qui souhaitent aussi créer leur entreprise. Effectivement, oui. Donc, franchement, c'est tout à développer, à améliorer, et ça va bénéficier le pays. Votre projet a abouti? Oui, c'est, disons, en cours. C'est des phases, comme tout projet. Voilà, donc on est au début et j'espère que ça va s'améliorer très prochainement. C'est-à-dire en phase de lancement, c'est déjà lancé. Oui. C'est déjà lancé et c'est juste on voudrait maîtriser d'abord le marché de la province, de la wilaya de Béjaïa. Après, on va s'étendre. Pourquoi ce domaine au fait, parce que déjà que j'avais fait de l'électronique, donc c'est quelque chose qui me parle un petit peu, et aussi les ascenseurs. Voilà, on construit de plus en plus haut. De plus en plus haut, et voilà, en fait, ça m'a... Voilà, c'était comme ça. Vous vous organisez bien entre Algériens aux États-Unis? Oui. Il y a beaucoup d'Algériens en Floride? Il n'y a pas trop par rapport à d'autres États. Oui. Quand on compare à la Californie ou l'État de New York et tout, on est une communauté un petit peu réduite vu le nombre. Mais ça va quand même. Vous pouvez les saluer si vous avez des amis là-bas. Oui, j'en ai plein. Moi, je salue Hicham, qui nous a présenté, et je le remercie d'ailleurs. Oui. Et qui nous attend à l'extérieur. Oui, Hicham, voilà, c'est quand même grâce à lui qu'on s'était mis en contact. Hicham qui est en train aussi de lancer son entreprise, un des Algériens qui a réussi aux États-Unis dans un domaine qui est quand même assez rare, la chocolaterie et la pâtisserie. Tout à fait. Et il revient ici avec un projet aussi, il est en train d'avancer aussi comme c'est remarquable. Oui. Voilà. Donc un conseil pour les jeunes peut-être, un petit message? Ben oui, le message que j'avais toujours dit, c'est il faut rêver, il faut se donner les moyens d'atteindre ses rêves, discipliner, être assidu. Vous avez atteint vos rêves, vous? Je pense que
Je pense que c'est pas mal quand même. Mais vu ma nature de quelqu'un qui n'aime pas trop la routine, j'essaie toujours de chercher quelque chose encore un peu plus haut, encore un peu plus. Vous êtes ambitieux. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Tout le plaisir pour moi. Je rappelle que vous avez fait quand même la route de Daoukhas à Alger pour assister à notre émission. Quel honneur. On est très honorés de vous recevoir. Karim Bouchoucha, je rappelle que vous êtes ingénieur et spécialiste dans les télécommunications. Vous travaillez à Cap Canaveral, ou Cap Kennedy, on l'appelle aussi. C'est le centre spatial Kennedy. C'est le centre spatial Kennedy qui dépend de la NASA. Merci encore une fois. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter encore une fois. J'espère bien. Après la création de votre entreprise. Inch'Allah. On va donner peut-être le bilan. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci Amel, c'est à vous maintenant. Merci beaucoup Fella et merci aussi à votre invité. J'avais pas tort tout à l'heure quand je lui ai dit qu'il avait la tête dans les étoiles. Il continue l'ascension puisque en Algérie avec ce beau projet qu'il j'espère verra le jour et surtout le concrétisera, il travaillera dans les ascenseurs. Donc ça continue à monter Inch'Allah. On lui souhaite encore une fois de très beaux succès et davantage en tout cas de réalisations à travers que ce soit dans son pays ou ailleurs en tout cas. Et on sera heureux de le retrouver encore une fois dans d'autres émissions Inch'Allah. Merci Fella, c'est toujours un plaisir comme je l'ai dit. Et puis on prend rendez-vous déjà dès dimanche prochain. Dimanche prochain, oui, on aura une réalisatrice la semaine prochaine. Très bien, une jeune réalisatrice. Jeune réalisatrice dans Jelia.dz. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de femmes. Papa réalisateur qui a travaillé à la télé. Eh bien voilà, c'est un bel exemple en tout cas de réussite. Merci beaucoup Fella, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Lamia Bedbouda qui nous fait découvrir une belle exposition au musée Bardot. En tout cas une exposition qui est absolument à découvrir et qui sera tout au long de cet été. Donc vous avez le temps. Les visiteurs donc d'Alger, ils auront aussi le plaisir d'aller visiter cette exposition sur la préhistoire, mémoire donc de la pierre. On se retrouve juste après. Elle ne parle pas, mais elle raconte. Ces pierres millénaires conservent les traces d'un monde disparu. Gravées ou peintes il y a plus de 10 000 ans, elles sont les témoins silencieux des premiers récits de l'humanité. Intitulée « L'art rupestre, un art d'un autre temps », l'exposition met en valeur une collection exceptionnelle de peintures et gravures datant de la préhistoire et provenant du Tassili Nadjer et de l'Atlas saharien. Ce qu'on voulait mettre, c'est cette mémoire en pierre, ces milliers de peintures et de gravures, ces dizaines, ou je dirais plus, des centaines de stations rupestres. L'Algérie, dans cette Afrique, de ce continent africain qui a donné naissance aux plus anciennes traces de l'existence de l'humanité sur Terre, ce continent africain aussi détient ce record de la présence de dizaines de stations, de sites rupestres inscrits dans le patrimoine mondial par l'UNESCO. L'art rupestre en Algérie, avec son Tassili, patrimoine, le premier site de l'art rupestre classé dans le continent africain par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, avec ses sites célèbres, ses phares, Tamajart, avec, sans oublier, le char de Tamajart qui est exposé au public aujourd'hui. Vous avez Eheren, Ehrir, ce sont des centaines de stations rupestres qui racontent une histoire de l'homme, une histoire de nos ancêtres, une histoire de ces gens qui sillonnaient ce grand Sahara, pendant 10, 12 000 ans. L'exposition plonge le visiteur dans un voyage fascinant à travers le temps en mettant en scène ces témoins muets du passé. Et au-delà de leur valeur artistique et autant que vestiges archéologiques, elle nous offre de précieux indices sur le mode de vie, la structure sociale, les croyances, rites et rituels de leurs créateurs. Un langage visuel des plus anciennes populations de l'Afrique.
Nous avons choisi cette journée de l'Afrique pour célébrer la journée, donc mettre en évidence cette expression humaine, cet art d'un autre temps, expression, je voulais dire expression parce que l'homme nous a laissé, nous a légué sur la pierre des traces de sa vie quotidienne, de sa culture, de ses croyances, de son environnement. Tout y est. On a choisi le livre. D'ailleurs, le visiteur, quand il va venir au musée, il va découvrir un livre aussi de notre temps, un livre numérisé, un livre numérique, donc d'un geste de la main, il peut tourner les pages. Répliques, livres tactiles, revues, documentaires, documentation, dessins calqués sur les fresques du Tassili, autant d'éléments qui composent cette exposition. Petits et grands sont invités à venir découvrir ces messages venus de la nuit des temps dans une mise en scène à la fois pédagogique et sensible. Une occasion de se rapprocher de plus près de ce patrimoine et de cette collection exceptionnelle, à ne rater sous aucun prétexte.
retour sur le plateau. On a pu apprécier ces rythmes et des artistes algériens. On va en recevoir dans un tout petit moment un artiste algérien qui, bien sûr, nous vient donc d'Algérie. Et bien sûr, on parlera histoire à présent avec Hassan Arabe. Comme chaque dimanche matin, on parle beaucoup, bien sûr, de notre histoire. Alors, vous avez pu voir le reportage sur la préhistoire. Là, on arrive à parler histoire avec, bien sûr, des moments très difficiles qu'a vécu l'Algérie à travers la guerre de libération nationale et comment est-ce que les Algériens ont pu se battre malgré ces atrocités, les atrocités que continue à nous décrire Hassan Arabe chaque dimanche matin, les crimes coloniaux avec Hassan Arabe. Bonjour Hassan. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va. Très bien, très bien. Ça va. Donc on va apprécier donc tout de suite ce moment d'histoire parce que c'est important de revenir sur l'histoire juste après cela. Alors chaque semaine, Hassan, chaque dimanche dans votre rubrique Une page d'histoire, vous essayez de mettre à l'honneur, pas à l'honneur mais au grand jour, voilà, c'est au grand jour, des moments difficiles qu'ont passé, qu'ont vécu les Algériens durant la guerre de libération, des atrocités plus précisément. Hein. Celui-ci c'est un massacre qui s'est déroulé dans la région de l'Akhdariya. Voilà, donc on est le 18 mai 1956. Une compagnie de l'ALN, à sa tête à l'époque c'était le lieutenant Ali Khouja, vont donc réaliser l'un des coups d'éclat de la guerre de libération nationale pendant cette année importante de 1956 parce que ils vont neutraliser une compagnie du bataillon militaire français, du bataillon d'infanterie le 18 mai 1956, au lieu dit Jarrah. Jarrah qui fait partie donc de l'actuelle commune de Hamel, qui se situe sur les hauteurs de l'Akhdariya. Donc cette affaire, la presse à l'époque l'a présentée comme étant l'embuscade de Palestro. Mais l'embuscade s'est déroulée dans cette localité de Jarrah, donc Jarrah, commune de Hamel. Alors c'est un lieu de passage des militaires. Des militaires, mais aussi des compagnies de l'ALN à l'époque, parce que Jarrah, elle est au carrefour entre Tizernif, l'Akhdariya et Bni Amran. Donc voilà, un carrefour au milieu des maquis. Donc c'est un très important. Très important. Donc après l'attaque, parce que l'attaque de l'ALN s'est soldée par la mort de 21 soldats français. Donc c'était vraiment... c'était beaucoup pour eux. D'éclat. Hein. Donc pour l'ALN. 3 jours plus tard, donc on est le 21 mai 1956, l'armée française va se venger, comme d'habitude, donc elle se venge contre les civils, les femmes et les enfants notamment. Donc ils vont massacrer pratiquement tout le douar, hein. L'Ouled Jarrah sera massacré. Les rescapés vont se réfugier dans les grottes de Jarrah et ils seront attaqués par donc des gaz asphyxiants. Ils seront asphyxiés donc dans ces grottes. Il y avait 200 morts hein, dans les grottes de Jarrah. Parmi les victimes, il y avait beaucoup de femmes, des enfants et des vieux, et certains combattants blessés de l'armée de libération nationale. Pour vous dire un petit peu l'ampleur de ce drame, d'ailleurs c'est l'une des premières victimes de ce qu'on appelle de la compagnie Z. Le bataillon Z, c'était le bataillon donc entraîné pour l'usage des gaz dans les grottes. Voilà. C'était les premières, on est en début 1956. On connaissait les enfumades, plus tard sont arrivés les gaz. C'est l'une des premières grottes qui seront attaquées au gaz chimique dans la région de Boumerdès. C'est justement un drame dont on n'a pas souvent parlé. Donc vous essayez à chaque fois donc, de mettre au grand jour, bien sûr, ces crimes coloniaux.
qui sont nombreux. Donc, et par la suite, donc ça c'est la première conséquence, c'est le massacre de ces 200 personnes des Ouled Jarrah. Mais à l'époque, à la tête donc du gouvernement d'Alger, donc qu'on appelait le ministre résident, c'était Robert Lacoste. Il décide également de faire fonctionner la guillotine pour terrifier, terroriser la population algérienne, mais aussi l'armée de libération nationale. Donc un mois plus tard. C'est des intimidations quelque part. Un mois plus tard, on est le 19 juin 1956, la guillotine entre en action à Serkadji. Les premières victimes, on les connaît, donc Zabana et Faraj. Allah yarhamhum. Pour vous dire un petit peu la stratégie de la terreur qui a été adoptée par la France coloniale. On peut appeler ça sauvagerie, on peut appeler ça vraiment crime affreux. Et voilà, vraiment, plus que ça même. La définition du mot génocide. L'horreur. Non, le mot génocide. Quand on extermine un village, c'est génocide. C'est un génocide. Bien sûr. C'est un génocide parce que tout le village de Jarrah a été exterminé, hommes, femmes et enfants. Voilà. Pas beaucoup donc de médiatisation autour donc de ce massacre. Pas beaucoup de médiatisation parce que à l'époque, l'armée française et la presse colonialiste à Alger, on a mis en valeur uniquement la mort des soldats français, c'est-à-dire les 21 victimes. Donc, on ne parle pas de la répression. On parlait des appelés massacrés par le FLN, etc. Mais jamais on a évoqué la répression sauvage. Donc une répression pendant une semaine, c'est à partir du 21 mai 1956 jusqu'à l'extermination pratiquement de tous les villageois. Tous les villages. Il y avait quelques rescapés, c'était des enfants et qui ont été ramenés à la caserne de Regaïa à l'époque. D'accord. Voilà. Et bien sûr, on continue toujours à en savoir plus à travers des témoignages des historiens qui font donc pour vous dire que en termes un travail. En termes, donc, sur le plan de l'histoire, on n'a pas encore toutes les données sur toutes les exactions qui ont été commises en Algérie, d'ailleurs, durant les 132 années de colonisation. Bien sûr. Et c'est le rôle, bien sûr, des médias et des historiens aussi qui font un travail donc, de recensement, pratiquement, à travers les archives, à travers aussi des témoignages, des histoires aussi de familles qui se racontent. Non, le village de Jarrah, on n'est pas à sa première, donc à son premier drame. Parce qu'il faut le rappeler, notre collègue Yazid Ibrahim avait réalisé un reportage sur les déportés, donc du 1871, et c'est un village qui a subi les affres de la colonisation. Donc un massacre a été commis à Jarrah, justement, lors de la révolte de 1871, et ça s'est terminé donc par également la guillotine, parce que le Qaïd Haj Ahmed Ben Dahman, il a été guillotiné en mai 1873. C'était lui le meneur donc, de la révolte de 1871 dans la région de Jarrah. Et on parle donc de dizaines, voire de centaines de victimes dans toute la région de l'Akhdaria. Et des dizaines au niveau de ce village donc, de Jarrah. Il y avait 23 déportés de ce village en 1873. 23, pour vous dire un petit peu, voilà. Un déracinement total, bien sûr, de la population. Donc un double massacre en moins d'un siècle. En moins d'un siècle, tout à fait. En tout cas, les témoins, quelques-uns restent pour pouvoir donc raconter l'histoire, raconter cette atrocité donc de la guerre et de bien sûr du colonisateur français. Qu'est-ce qu'il a fait sur nos terres et comment est-ce qu'il a aussi brutalisé la population. Voilà. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire toutes ces atrocités. En tout cas, merci Hassan de lever le voile sur ces atrocités pour encore une fois rappeler la mémoire et la souffrance du peuple algérien. Merci. Hassan, à dimanche prochain. On continuera sur Zabana? Ah oui, donc on va parler des condamnés à mort. Voilà, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on vous invite tout de suite à suivre ce reportage du CDTA, du centre. Donc voilà, des avancées technologiques et on se retrouve juste après.
Pour l'Algérie, l'électronique a toujours revêtu une importance capitale, aussi bien pour son décollage économique que pour l'émancipation socio-culturelle de la population. Parler de l'électronique, c'est parler des technologies avancées, des technologies qui maîtrisent la conception et la fabrication des puces électroniques, ces circuits intégrés qui regroupent plusieurs autres composants, notamment des résistances, des condensateurs et transistors sur une seule petite plaque. Ce domaine spécifique fait partie des activités du Centre de développement des technologies avancées, CDTA. Ce centre mène également des recherches dans différents domaines, notamment la robotique, les lasers, l'optique et en microélectronique. L'activité principale de la division microélectronique, c'est la conception des circuits intégrés, que ce soit à l'échelle sur FPGA ou sur ASIC. ASIC, c'est-à-dire sur silicium. Donc la division actuellement comporte 6 équipes de recherche. Ce centre recèle un potentiel d'expertise et de savoir-faire riche de 40 ans d'activité. Plusieurs domaines d'impact sont ciblés par le plan de charge scientifique et technologique en cours au centre, à savoir la santé, l'énergie, l'environnement, l'eau, l'agriculture, les travaux publics, l'industrie et le numérique. Cette infrastructure est basée sur tout ce qui est relié avec la conception de circuits intégrés, utilisant la technologie microélectronique et nanotechnologie. Donc le but initial, c'est de concevoir des circuits intégrés chips, en utilisant différents outils de conception en microélectronique et nanotechnologie. Donc il y a plusieurs phases de conception de ce circuit intégré. Et ces phases, la composition de la puce, génère différentes équipes de développement de ce circuit intégré. Donc ce design Silicon Cloud, c'est un espace à partager à tous les étudiants, les enseignants, les chercheurs et même au futur aux startups qui veulent impliquer ce type de technologie avancée en conception microélectronique en permettant un accès en cloud de ces infrastructures telles que les outils de conception, les technologies, les émulateurs, etc. Donc un espace ouvert à tous les personnes académiques et recherche à travers l'Algérie. Le CDTA entend faire bénéficier le secteur économique des avancées accomplies. Ce centre contribue aussi à la formation par et pour la recherche et assure la formation continue, le recyclage et le perfectionnement du personnel de la recherche. Le projet de la conception de la puce électronique RFID pour le service estudiantin donc, est basé sur la conception des plusieurs parties. L'une des parties, c'est la conception analogique, donc qui communique avec une partie également digitale et une partie mémoire où on stocke l'information. Maintenant, la conception donc, microélectronique, elle est également démocratisée. On peut trouver des moyens de conception donc, qui sont libres. Donc, ils peuvent être utilisés même au niveau des universités pour la formation. Pour cela, donc, au niveau de ce IC Design Lab, donc, on reçoit des étudiants de la plupart des universités. Donc, à titre d'exemple, il y a 2 jours, j'ai reçu un étudiant de l'école polytechnique d'Oran, donc pour lui inculquer un peu ou l'initier dans le domaine de la conception, donc moyennant des outils open source et pouvoir créer des liens avec les autres universités et écoles de l'enseignement supérieur. Ce centre vise à la maîtrise des technologies de pointe, la transformation du savoir en savoir-faire, la veille scientifique et technologique ainsi que la conception d'équipements à valeur ajoutée. Cet événement marque une avancée historique pour l'Algérie qui intègre désormais des technologies de pointe dans son tissu économique
et renforce sa capacité en recherche appliquée dans des secteurs stratégiques. Eh bien, de retour sur le plateau, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce reportage. Eh bien oui, la technologie avancée, c'est important en tout cas pour montrer l'avancée technologique. Eh bien, encore une fois, on rappelle que les bacheliers, ils sont 850 000 à plancher sur leur examen en ce moment même. On leur souhaite en tout cas bonne chance et de continuer en tout cas leurs études et pourquoi pas accéder à ce genre donc de formation. Eh bien, on vous invite tout de suite à apprécier cette chanson du groupe Day, Ana Jazairi. C'est une fierté, bien sûr. Ça va inspirer, ça a toujours inspiré l'invité qui va arriver, en tout cas le musicien qui a aimé, donc qui aime cette formation du groupe Day, qui a pu le découvrir lors d'une rencontre musicale. Eh bien, je vous laisse apprécier, on se retrouve juste après. Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار، أرض الأحرار. من داي جيتك جوال نحكي على الحال، تبدل الأحوال. جيتك نحكي على السلم في كل قطار، واش اللي صار في الدارفور وكابول، غزة وبغداد، سلام نقول يا سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار، يا سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار، يا سلام عليكم، يا سلام 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 Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار، في بلاد الأحرار والشمس تبان، ما نصدوا البيبان، وشي اللي كان محكي في القطار، يا ما نساو الرجال، حرية بالنار وحياة الكفاح، يا والسلم في القصار. أنا جزائري يا أرض الأحرار، يا سلام عليكم ناس الحضار، يا سلام عليكم، ويا إحساس حبك حكاية يا للناس، انتي رواية كلك إحساس، انتي رواية حبك حكاية، انتي رواية حبك حكاية.
حنين أنا وياك عشناها لليل مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها لليل انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية لا ليلا ليلا لا ليلا 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 لا ليلا 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 لا 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 ليلا ليلا. Ah, j'espère que vous avez apprécié ces rythmes aujourd'hui, hein, le Sud, le groupe Day, tout ça pour introduire notre invité qui est venu aujourd'hui un petit peu en retard. Il y a les examens, il y a le bac, il y a les embouteillages et puis en tout cas, marhaba bik, c'est Chir Cédric. Comment ça va? Là-bas, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, vous soufflez un petit peu? Oui, ça va. Là, maintenant, ça va. Ça va. La musique apaise un peu? Mais oui, ils sont très apaisants avec Day. Oui, et c'est dans quoi vous évoluez en ce moment pratiquement, hein? Vous avez beaucoup d'amis en commun, vous travaillez sur la musique algérienne, la musique tergui. Et c'est en tout cas une belle découverte donc de vous avoir connu, de vous avoir rencontré et puis parler un petit peu de tout ce travail colossal que vous êtes en train de faire. Oui, et en plus, c'est pas juste des amis en commun qu'on a avec Tikou Bawin et Day, c'est complètement des amis proches même. Day, c'est le premier groupe que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Alger en 2009-2010. Et c'est les premiers qui m'ont soutenu, que je salue, Ahmed, Samir, Sami, Badi, tout le monde. Voilà, c'est pourquoi on vous a offert au départ donc, le groupe Day, c'était pour vous introduire avec Anna Jazairi, cette chanson qui a fait aussi le tour d'Algérie, qui est tant appréciée. Oui. Alors, on rappelle un petit peu votre parcours. Vous êtes un autodidacte. Vous avez fait une découverte donc, de la musique d'abord, chez vous, carrément, puisqu'il y avait beaucoup de mélomanes chez vous, entre autres votre père. C'est cela? Oui, exactement. Et vous me racontiez que à la maison, il y avait toujours des musiciens qui venaient. Et votre père a décidé un beau jour, bien qu'il n'était pas forcément musicien, d'acheter un mandol. Oui, d'acheter un mandol et de le laisser à la maison. Comme ça, ses amis, quand ils viennent à la maison, je sais pas comment on dit, ils peuvent jouer, ils peuvent... Voilà. Mais en fin de compte, j'étais le seul qui avait joué avec cet instrument-là. Oui, c'était très rapide. À partir du moment où j'ai pris l'instrument, une semaine après j'avais déjà commencé à jouer. Donc. Voilà. Et c'est de là que c'est parti, votre amour pour la musique. Oui. Et puis vous avez fait de belles rencontres par la suite. Vous avez été formé dans le tas, donc dans le domaine de la musique, c'est cela. Vous avez fait de belles rencontres. J'ai fait les meilleures rencontres de ma vie grâce à la musique. Je lui dois absolument tout. Tout, exactement. Et puis par la suite, donc, ça vous a donc permis de faire des choix dans votre carrière musicale, que ça soit donc la musique diwan, shabi, voilà. Oui, exactement. Donc c'est grâce à la musique, au voyage que j'ai fait, grâce à la musique, que j'ai pu justement faire ces rencontres-là et rencontrer des gens extraordinaires que je garde près de mon cœur jusqu'à maintenant. Alors, et puis bien sûr, on va vous écouter dans un moment, parler, chanter, et surtout cette découverte donc de la musique tergui et diwan, bien sûr, qui va aujourd'hui changer complètement, bien sûr, notre musique aujourd'hui et votre travail. Alors, on nous a rejoint votre collègue qui est aussi musicien. Exactement. Merci à notre technicien du son aussi qui a fait les choses rapidement, exceptionnellement aujourd'hui, pour pouvoir vous apprécier tous les deux, parce que vous avez voulu nous offrir un son particulier entre le mandol et la guitare sèche, et pour pouvoir comprendre un peu mieux votre univers. Bonjour Lotfi. Bonjour, bonjour. Ça va?
Oui, ça va, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Alhamdulillah. Donc, une belle rencontre ce matin pour les téléspectateurs. On va découvrir votre univers musical et surtout parler un petit peu de ces belles rencontres que vous avez pu faire avec aussi Chouki Bouzidi. Shakib, oui. Shakib, pardon. Oui, Shakib. bien sûr, tout à fait. Shakib Bouzidi. Pardon. C'est les gens que j'ai rencontrés à partir de 2010 quand je suis arrivé ici à Alger. Bon, les Frères Spirit font partie vraiment des premiers aussi avec Day et tout ça. On répétait, quand je suis arrivé ici à Alger, on répétait dans un endroit qui s'appelle Boubiou, qui n'existe plus maintenant, j'imagine. C'est derrière Qasr Shab, derrière le palais du peuple. Peut-être, c'est toujours un quartier qu'on appelle Boubiou. Oui, mais c'est plus le bâtiment, ce n'est plus des salles de répétition, malheureusement, mais ça nous a permis quand même de faire de superbes rencontres qu'on garde jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, la plupart des musiciens et des artistes et des groupes qui répétaient là-bas, ils sont toujours musiciens. Ils sont toujours musiciens. C'est excellent. Et puis, en tout cas, Allah yarhamou, Shakib, vous avez sorti un premier single justement pour lui rendre hommage. Exactement, c'était en 2021. Moi, j'étais déjà en France en ce moment-là. Vous avez appris son décès? Oui, je l'ai appris de l'autre côté. Je ne pouvais pas venir en ce moment-là. Et ce single-là, justement, cette chanson-là, c'est vraiment un symbole panafricain de la musique qui était l'hymne, qui était illustré par excellence par Chouki Bouzidi, parce que c'est lui vraiment qui avait cette ouverture-là, qui avait cette facilité-là de jouer de la musique africaine et de la musique algérienne en même temps et de balancer entre les deux. Rentrer dans l'universalité, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà, eh ben, on va vous laisser nous jouer quelque chose puisque vous êtes là tous les deux avec deux beaux instruments de musique. Allez-y. Allez. Choisissez un morceau. On prend la guitare. La guitare sèche. Et vous allez nous jouer quoi? Alors, on va jouer un morceau qui s'appelle Tergit, qui veut dire le rêve. Et Tergit, c'est complètement le single que je vais sortir là très très prochainement. Très bien. Allez-y.
ما تندم هاو تموت نفث ويترقيت دقيقن وان سوالي غدو النيت سوالي غصن نفث ويترقيت دقيقن وان سوالي غدو النيت سوالي غوضا ولغ التلوي تم يطيجي غابن زدني تبيغ بلاني دي شرقن لهنا متقي اشتويت ديت ساكن خسكن قسحي تسوثانا ديلالم بيتنافث ويترقي دقيقن وان سوالي غدو النيت سوالي غوصن. Ça a été un grand plaisir de vous rencontrer et de vous recevoir. J'espère que vous serez bientôt sur des dates. Ici en Algérie, vous m'aviez dit qu'à Béjaïa, vous serez cet été? Je serai pratiquement mois d'août à Béjaïa pour jouer à Béjaïa. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci, c'est un beau moment de plaisir. On va se quitter en musique. En tout cas, on a pu découvrir Chir Cédric. J'espère bonne chance pour votre carrière. Bientôt la sortie de votre deuxième album, votre premier album. Mon premier album, voilà. Bientôt, exactement. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà, on se quitte en musique. Quant à moi, je vous dis merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Bon courage encore aux bacheliers. On se retrouve demain à 8h, à la même heure et même lieu. Au revoir. دقيقن وان سوالي غدو النيت سوالي غصن نفث ويترقي دقيقن وان سوالي غدو النيت سوالي غوضا